Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Première case. Plan général, vue extérieure sur un chalet de 3 étages dans un paysage enneigé. En légende, Joséphine de la Baume, 59 ans, femme au foyer, mariée à un avocat d'affaires, fille d'un grand patron d'industrie et d'une femme au foyer. On l'entend. Quand j'ai vu ce chalet, j'ai tout de suite dit à mon mari, c'est nous. Tout nous ressemble. Deuxième case. Plan large, à l'intérieur du chalet. Salon immense, tout en bois, richement aménagé de gros canapés noirs. Joséphine se retourne, nous regarde. C'est un ancien hôtel. Alors, il y a 32 chambres et une cuisine pour 60 couverts. Et c'est bien parce qu'on reçoit énormément. Troisième et quatrième case. 2 plans rapprochés sur Joséphine qui met ses lunettes de soleil et dit « Les enfants invitent toujours des ribambelles de copains. C'est important pour nous que les choses soient simples, qu'ils puissent venir sans avoir peur de déranger. » C'était la planche 67 de la distinction de Tiphaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiphaine Rivière pour parler de bande dessinée et de Bourdieu. Tiphaine Rivière, bonjour. Bonjour. Donc Tiphaine Rivière, vous êtes autrice de bande dessinée et vous venez de publier un formidable album. Alors, je ne sais pas si on dit album vu l'épaisseur et le nombre de pages, mais en tout cas, un formidable récit dessiné intitulé La Distinction et sous-titré librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu. Donc, on va y revenir un peu plus tard, bon, parce que c'est le sujet et que c'est absolument passionnant. Mais avant cela, je souhaiterais revenir sur votre parcours, car avant de devenir autrice et dessinatrice de bande dessinée, vous étiez engagée sur une voie universitaire et vous avez commencé une thèse en littérature sur la représentation de la bêtise dans Belle du Seigneur, je crois. Et alors, je voulais vous demander comment est-ce que vous êtes passé d'Albert Cohen à la bande dessinée? C'est un peu par hasard. Enfin, j'ai commencé à faire une bande dessinée pour l'anniversaire de quelqu'un. Et sans savoir dessiner, en fait, vraiment des anecdotes un peu en bonhomme bâton. Mais plus je le faisais, plus ça commençait à m'intéresser vraiment plus que de faire ma thèse. Enfin, ça peut paraître bizarre, c'est juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas été passionnée par quelque chose vraiment, parce qu'en thèse, je le faisais un peu de loin, enfin, j'arrivais plus à m'y intéresser depuis quelques temps. Et en fait, finalement, j'ai passé 1 mois à faire ce cadeau d'anniversaire que personne ne me demandait et très mal fait et tout ça, mais c'est juste que j'arrêtais pas d'y penser. Et du coup, j'ai eu envie d'apprendre à dessiner et de faire du dessin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bifurquer, en fait. Donc par le désir, vous êtes arrivé à la bande dessinée. Et on va revenir sur cette question de la passion et du désir un peu plus tard, parce que j'imagine qu'il y a quand même une histoire de désir pour traduire comme ça en bande dessinée un ouvrage comme La Distinction. Donc Pierre Bourdieu, La Distinction, critique sociale du jugement, 672 pages, publié en 79. Donc un des ouvrages les plus importants de la sociologie. 44 ans plus tard, votre bande dessinée sort dans cette très belle collection La Découverte Delcourt, consacrée aux sciences humaines et sociales en bande dessinée. Mais donc, c'était quoi l'origine de ce projet un peu fou quand même? Est-ce que c'est venu de vous, de votre désir? Est-ce que vous aviez un amour de l'habitus et du travail gargantuesque? Ou bien est-ce que c'est un projet plutôt de cette collection éditoriale qui sont venus vous chercher? En fait, j'ai lu La Distinction quand j'avais 30 ans, au moment où j'ai sorti Carnet de thèse. Et Carnet de thèse, c'est ma première bande dessinée. Et ça a été un énorme succès dès sa sortie, ce qui était assez inattendu parce que j'avais appris le dessin toute seule, etc. Donc c'était vraiment un peu incroyable pour moi. Et j'étais hyper fière au moment où ça s'est passé. Je me suis dit, j'ai appris à dessiner toute seule, j'ai réussi à faire un best-seller. J'étais vraiment très contente de moi. Et mon éditeur m'a donné La Distinction. Et tout d'un coup, ça m'a fait un choc parce que l'histoire que je pouvais me raconter sur mon parcours était plus du tout la même après cette lecture. Parce que je viens d'une famille très aisée, j'ai fait un collège privé, un lycée privé, j'ai même fait une prépa privée. Mes parents m'ont payé le loyer indéfiniment pendant que je faisais ma thèse, quand j'ai commencé à faire du dessin.
je sais pas, j'ai dû passer 10 ans avec peu de contraintes financières à, je sais pas, à voyager, à faire plein de trucs. Et tout à coup, c'était plus du tout la même histoire que je pouvais avoir en tête sur mon parcours. Et, euh, Alors c'est et en amusant parce fait, que je me... pardon, je vous coupe, mais moi c'est une question Ouais, que je me suis vraiment posée à la lecture de votre bande dessinée, c'est mais à quelle classe sociale appartient Tiphaine Rivière? Et c'est vrai que maintenant que vous me le dites, il y a une sorte de finesse dans cette question de la bourgeoisie et des strates internes à cette classe-là. Enfin, il y avait quand même des indices sur une sorte d'expérience de ce milieu ouais, je dans suis votre... plus à l'aise. Ouais. Et Après, j'ai fait beaucoup d'entretiens et j'ai demandé à plein de gens. Et donc, du coup, normalement, à la fin, c'est plus lissé. Mais moi, les grands bourgeois, je peux les faire parler pendant des heures en étant sûre d'être juste. Alors que d'autres, il a fallu que je demande à plein de gens de vérifier, de me dire. Enfin, je refais jusqu'à ce qu'ils me disent, ah ben là, c'est nickel, c'est vraiment comme ça que ça se passe, ou que les gens parlent, ou que les gens bougent. Mais moi, j'étais pas forcément capable de le dire tout le temps, quoi. Et donc, si je comprends bien, ce projet-là, il vient de vous, donc de cette découverte qui vous amène à relire aussi votre propre posture et puis votre propre travail. Ouais, et celle de tout le monde autour de moi. En fait, tout d'un coup, une fois qu'on a compris, enfin, une fois qu'on a lu ça, on voit le monde complètement différent, le monde social complètement différemment. Et je me disais, c'est quand même vraiment trop bête que un livre qu'il faudrait que les classes populaires ou tous les gens qui n'ont pas un capital scolaire très élevé lisent justement parce que c'est un outil émancipateur fort, en fait, de comprendre comment fonctionne le jeu social. Que ce soit justement un truc qui soit très difficile à lire, en fait, que personne ne peut lire s'il n'a pas un mois devant lui, 10 ans d'études derrière lui. En fait, c'est vraiment très dur d'accès, quoi. Et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment bien. En fait, je pouvais pas me rater à partir du moment où le livre est vraiment trop dur à lire pour la plupart des gens. Enfin, en tout cas, il faut beaucoup de temps, quoi, devant soi pour le lire. Alors, Et oui, ouais. allez-y, pardon. Continuez, pardon. Bah, ça désinhibe en fait, de se dire bah, de toute façon en fait je peux pas faire pire que les gens ne le lisent pas, en fait. Et justement, ça m'amène à ma deuxième question. Vous y répondez un peu en partie, mais on voit, enfin, dans les sciences sociales en général, elles connaissent ces dernières années un intérêt pour ce qu'on appelle les écritures alternatives. Donc, il y a tout un tournant graphique et narratif qui vient réhabiliter l'usage de la photo, de la vidéo, mais aussi de la bande dessinée scientifique qui s'inscrit dans ce tournant, avec derrière l'idée que la bande dessinée serait un médium qui est capable d'ouvrir l'audience de la science. Donc c'est un peu ce que j'entends en fait dans ce que vous dites. Et donc je voulais savoir si vous aviez en tête un lectorat particulier qui est visé. Bon, de toute évidence, peut-être. Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas lu la distinction, mais ils sont nombreux et nombreuses? Est-ce qu'il y a un public plus spécifique? Et après ça, qu'est-ce que vous pensez justement des qualités de la bande dessinée en matière de transmission et de pédagogie des savoirs? Bah, du coup d'abord pour le public visé, j'ai visé les lycéens en me disant si les lycéens peuvent comprendre et apprécient, bah, n'importe qui pourra le lire puisque c'est les plus jeunes. Et donc, du coup, j'ai fait tester par mes neveux, tous les gens que je connaissais qui étaient plus jeunes, jusqu'à ce qu'ils accrochent avec l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai fait comme personnages principaux des adolescents qui sont face à leurs parents, parce que ça ça permettait d'intéresser une jeune génération et celle du dessus, puisque du coup, on voit les deux en parallèle. Et on voit que les choix qu'ont fait les parents vont se reporter sur leurs enfants, sauf si eux, ils font un pas de côté. Et c'est tout l'enjeu du livre, c'est de se dire, est-ce que eux, on va les retrouver 30 ans après et ce sera exactement les mêmes que les parents à la même place? Ou est-ce que ce qu'ils auront appris à ce moment-là leur aura permis de se déplacer, en fait? Et du coup, sur cette question des attributs en fait de la bande dessinée dans ce projet, là presque politique, de transmission de cette connaissance du social, qu'est-ce que la bande dessinée a en elle qui va rendre cette pensée complexe en fait plus compréhensible, plus accessible? Au démarrage, en fait, quand on a 600 pages de concept et qu'on passe en BD, même 100 pages de BD versus 100 pages d'essai, on perd déjà 90% de ce qu'on peut dire en passant à la BD. Donc du coup, ça implique de faire une coupe tellement sèche
on perd beaucoup, ça c'est sûr, en plein de choses. En finesse, il y a plein de choses que je pouvais pas dire. Et par conséquent, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais dire par la BD qu'on pouvait pas dire dans le bouquin. Ou peut-être qu'est-ce qu'on pouvait dire facilement dans une BD qui justement pouvait prendre 200 pages dans un livre. Et sur les sciences sociales précisément, je trouve que comme en dessin, on est obligé de faire tous les décors, les moindres détails du décor sont obligés d'apparaître. Ce qu'il y a sur la cheminée de quelqu'un, tous les détails de ce qu'il y a sur une table basse, un tapis, comment la personne est habillée, un bouton de manchette, des lacets, une boucle d'oreille. On doit faire tellement de choix de dessin que au final, c'est très apparent la différence entre les gens et tous les choix qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on voit qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses sans qu'on soit obligé de le dire. C'est évident en fait quand on voit les groupes passer les uns après les autres, même s'ils parlaient pas. Il y a plein de détails qui seraient saillants de l'espace chez eux. Je trouve qu'il y a plein de choses non verbales que le dessin permet de passer. Des micro-attitudes, des manières de s'asseoir, des manières de bouger, des manières de parler. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai vraiment essayé de travailler. Effectivement, c'est tout ce qu'un essai pouvait pas dire, quoi. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire avec cette tentative de description en introduction. Hein. Enfin, dans votre travail, il y a vraiment un souci du détail et des intérieurs, parce que sans tout spoiler de la bande dessinée, il y a beaucoup de situations en fait d'interviews, enfin d'entretiens sociologiques où on voit les gens chez eux et on sent en fait que cette question du décorum, de l'intérieur du chez-soi, elle est une puissance aussi pour faire passer la complexité de la pensée de Bourdieu et ça marche très bien, enfin, à mon avis. En fait, c'est une accumulation de détails qui finissent par être révélatrices. Et souvent, on se dit, non, mais c'est un peu superficiel parce que chaque détail pris tout seul n'est pas vraiment important. Mais quand on les a tous en même temps, en fait, ça devient vraiment impactant. Et il y a aussi un travail que j'ai trouvé intéressant sur l'intertextualité, parce qu'il y a différents registres en fait de textes aussi, parce que la bande dessinée, donc il y a le passage au dessin, il y a la narration, mais il y a aussi les textes, et entre les textes de dialogue, mais il y a aussi des effets de flashback, il y a de la présence aussi de Bourdieu dans le texte à l'intérieur des planches. Comment vous avez travaillé sur ces différents types de textes à l'intérieur de votre bande dessinée? J'ai commencé à écrire ce que j'avais besoin de dire. Et après, j'ai inventé tous les personnages par milieux sociaux. Et au début, c'était un peu des personnages fantoches, en fait, des personnages qui portent les concepts. Mais moi, c'est tout ce que je déteste, en fait, quand il y a des personnages qui ont l'air d'être trop fabriqués pour dire quelque chose. En fait, quand on veut me dire, voilà ce que tu dois penser, ça me bloque tout de suite dans une narration. Et donc, du coup, après, j'ai essayé je les ai dessinés un peu gratuitement, quoi, jusqu'à ce que ils aient l'air vraiment denses, qu'ils aient leur truc personnel, leur mimique, qu'ils échappent un peu à la case que j'avais mis autour d'eux au départ, quoi. Que parfois même ils puissent contredire ce pourquoi je les avais créés au début, parce que les humains, on est plus complexe que ça, justement. Et l'avantage de faire une narration ou une fiction, c'est que je pouvais être contradictoire parfois, parce que c'est ce qui se passe dans la vie, c'est des statistiques en fait. Donc les gens sont plus compliqués que ça. Et une fois que j'avais en tête des personnages que je trouvais assez denses et assez, je sais pas, vivants, quoi. Je les ai fait vivre, répondre à plein de questions, et ensuite j'ai cherché toutes les manières autres de pouvoir raconter ce qui manquait, quoi. Donc la classe, évidemment, le cours, c'est un principe de narration assez facile, puisque ça justifie qu'on puisse dire des concepts. Mais ce que j'aimais bien, c'était imaginer tout autour, je sais pas, les adolescents qui s'ennuient, pourquoi est-ce qu'il va raconter ça de telle manière ou de telle manière, comment est-ce qu'il va rebondir. Je trouvais ça chouette, ou de montrer les gens qui lisent tout seuls chez eux, dans les contextes qui sont les leurs. Ça veut dire, par exemple, il y en a un moment, il est avec tous ses frères et sœurs qui sont en train de faire du bruit autour, ils sont tous dans la même pièce. En fait, on sent que c'est impossible de lire Bourdieu dans ces circonstances. Et en fait, je le dis pas, mais je me dis qu'en fait, c'est bien que les gens, ils sentent que, pour celui-là, par exemple, c'est impossible pour lui juste de lire ce livre le soir chez lui. Et il y a plein de détails comme ça que j'ai travaillé pour qu'il y ait des choses qui soient évidentes mais non dites, qui permettent de faire passer le texte, mais on comprend que nous, on a du mal à l'entendre parce que tout le monde parle autour, et lui, du coup, aussi.
Oui, en fait, vous donnez à voir, il n'y a pas besoin d'être dans l'explicitation textuelle, vous donnez à voir par les situations Ouais. que vous mettez en scène. Et j'aimerais revenir sur cette question des personnages. Donc, vous avez fait le choix de ce personnage principal, qui est un jeune prof de lycée en sciences économiques et sociales, un peu paniqué. Il y a aussi tous ses élèves et leurs familles. Il y a son coloc et Augustin qui est tout à fait insupportable. Et on voit qu'il y a certains personnages Pas vous dites ça, mais il y a plein de gens qui l'aiment bien. C'est marrant. J'imagine. Oui, c'est bien d'avoir un avis tranché, comme ça fera peut-être réagir, mais effectivement, il est délicieux. Je voulais dire ça. Et donc, il y a d'autres, il y a des personnages qu'on comprend quand on voit dans les crédits aussi au début du livre, qui ont été directement construits à partir du texte de Bourdieu, ou au moins les interactions, les entretiens, là, notamment cette grande bourgeoise que j'ai essayé d'incarner au début, la Joséphine de la Beaune. Donc c'est des dialogues qui sont issus d'entretiens publiés par le sociologue, mais c'est pas le cas de tous, en fait. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés au fur et à mesure de l'écriture. En fait, au départ, il y en avait que un qui venait vraiment de Bourdieu. C'est le grand bourgeois Thibaut Delage, parce que j'adorais le personnage. Il était un peu foutraque, il était tout de suite, il passait la rampe, quoi. Et à part lui, tous les autres, je les avais construits toute seule, et je l'ai fait lire à une amie qui est sociologue, et elle m'a dit, bah en fait, ça va pas parce que on comprend pas d'où viennent les dialogues. Enfin, ouais, c'est pas scientifique, et donc du coup, tous les sociologues, ça va les gonfler de voir des fausses interviews. En fait, on sait pas d'où sortent tes concepts. Et elle m'a envoyé plein d'articles de sociologues qui avaient interviewé des gens sur le thème de la nourriture, par exemple, pour le démarrage. Et elle m'a dit, reprends tes personnages en lisant ça, et comme ça, tu pourras t'inspirer de ces vraies interviews pour faire dire des fausses choses à tes personnages, mais au moins qui soient vraiment scientifiques. Et c'était un super conseil, et ça m'a vraiment remonté le niveau des interviews à chaque fois, parce que j'ai fait ça pour tous. D'avoir des personnages que j'avais déjà en tête, mais au moins ce qu'ils disent, c'est vraiment représentatif d'entretiens qui avaient été faits grâce à elle. Oui. Et puis ça amène à une autre question, c'est que vous-même vous n'êtes pas sociologue, vous faites à travers ce récit une lecture fine et incarnée et même précise du texte et des concepts de Bourdieu. Et je me demandais si vous aviez engagé pour cette écriture une discussion avec des sociologues non morts, quoi, des sociologues contemporains. Et donc vous y répondez en partie parce que vous les citez aussi, ces articles. Et voilà, je me demandais quelle était la place du scientifique, du chercheur dans votre travail de création. À part du coup Marianne Blanchard qui m'a fait ce retour à la fin du premier storyboard où elle m'a redonné des articles à lire sur la nourriture particulièrement. Il y a eu Julien Duval qui est un sociologue qui travaillait avec mon éditeur, qui est spécialiste de Bourdieu, qui a relu et qui m'a fait réécrire certains passages qui étaient qui étaient pas bien rédigés sur la pensée de Bourdieu elle-même. Donc du coup voilà, c'est eux deux en gros qui m'ont remonté le niveau de un certain nombre de passages. Oui, et puis en même temps, vous sous-titrez votre ouvrage librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu. Donc d'un côté, il y a cette liberté assumée. Vous parlez d'inspiration et non de traduction. Donc c'est une façon peut-être de prévenir de potentielles critiques de bourdieusiens puristes. Et en même temps... Non, j'avais pas le droit en fait de mettre D'accord. adaptation. Enfin, ça veut dire que c'est des droits qui sont... C'est très difficile d'avoir les droits. Il y a tout un travail des juristes pour dire on a le droit à quoi, quelle formulation. D'accord. À quelle taille on peut mettre adapté de Bourdieu ou pas, à quelle taille par rapport à mon nom. Enfin, c'est très légiféré, quoi. C'est pas du tout un choix que je peux faire. Ouais. D'accord. Donc mais c'est très bien justement parce que c'est pas du tout. Enfin, ce serait bizarre de dire que c'est une adaptation alors que c'est une fiction. Oui. Et moi, je pensais que cette liberté affichée, c'était une façon de mettre une distance et en même temps d'assumer, parce que c'est en couverture, donc c'est un lien direct avec, d'assumer le lien, l'ancrage avec l'œuvre du sociologue et de dire que c'est vraiment de ça dont vous allez parler, c'est sur ça que vous avez construit votre travail de création. Ouais. C'est complètement sur ça que je l'ai construit. En fait, j'ai noté tous les concepts qui m'avaient le plus touché et c'est ça que j'ai raconté à partir de cette fiction. Donc du coup, c'est vraiment
c'est les concepts clés de la distinction que j'explique dans le livre, mais il y en a beaucoup plus que ce que je dis. Et Donc en gros, 20 personnes pourraient faire la distinction après moi, on n'aurait toujours pas épuisé le sujet. Ouais. Donc vous parlez de fiction, on comprend que c'est important. Et puis il y a autre chose de très fort dans votre travail, enfin, je trouve, c'est l'humour. Moi, franchement, j'ai beaucoup ri. Alors autant vous êtes en empathie, on va dire, avec les jeunes, ces élèves, là, lycéens qui découvrent leur déterminisme, autant ça grince un peu plus du côté des adultes qui les entourent et qui ignorent ces déterminismes. Ça, j'imagine que ça vient plus de vous que de Bourdieu. Pourquoi l'humour ? J'arrive pas à penser autrement en fait. Je sais pas comment expliquer. Si c'est pas drôle, mais la distinction en fait c'est assez drôle à plein de moments parce que dans les entretiens, c'est difficile de dire si on nous pose des questions aussi triviales que qu'est-ce que vous aimez manger, quel est votre rapport à la nourriture, c'est difficile de pas être ridicule quand on répond en fait. Et dans la distinction, c'est difficile à lire. Il y a plein de passages qui sont vraiment ardus. Et puis, il y a plein de moments où c'est des entretiens ou des explications plus claires. Et là, c'est parfois franchement drôle de voir quelqu'un qui patauge en essayant de dire comment il s'habille et pourquoi et qui essaie de garder la face ou pas ou qui est prêt. C'est vraiment, je sais pas, c'est toujours assez drôle. C'est pour ça que aussi le bouquin m'avait beaucoup plu au départ. Je m'étais dit c'est génial en fait quand on fait des entretiens, c'est forcément drôle. Et moi j'ai rajouté une couche parce que au départ en fait si on prend un seul personnage par catégorie sociale, on a forcément un truc trop caricatural parce qu'une seule personne qui représenterait tout un milieu social, c'est une caricature. Mais le problème, c'est que quand on fait plein de personnages, on est obligé d'être un peu caricatural, sinon les gens se repèrent pas. Et du coup, ce degré de caricature ou d'humour qu'on peut mettre ou pas pour représenter quand même la réalité, il est assez difficile à trouver. Et moi, j'ai décidé de prendre pour modèle des gens qui sont un peu outranciers. En me disant qu'en fait, les gens qui sont parfois dans la vie, on rencontre des gens qui sont un peu caricaturaux. Où on se dit c'est marrant en fait cette personne, si jamais je la racontais telle comme dans une BD, on me dirait que c'est un peu trop. Mais ces gens, ils existent et en général, ils représentent tous les gens qui sont un peu comme eux, sauf que c'est moins saillant chez eux parce qu'ils sont plus modérés. Et du coup, les moments où je voulais me permettre d'être plus drôle, j'ai pris des personnages comme ça, comme La Grande Bourgeoise que vous avez lu au départ. J'en ai croisé beaucoup des gens comme ça. C'est des vraies personnes en fait, c'est pas du tout caricatural dans le sens où les gens sont comme ça. Mais oui, pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, mais c'est cette question de l'outrance, enfin de la caricature, il y a une sorte de mise en abîme, hein, parce que c'est quelque chose qui apparaît aussi dans le récit, dans la narration, où quand ce prof présente des extraits d'entretien à sa classe, ils lui répondent, mais en fait, c'est des caricatures que vous nous présentez, et à un moment donné, comme si on avait du mal finalement à regarder le social en face, que le réel est même plus fort que la fiction et que la fiction a peur de ce réel qui est tellement tranché, quoi. Il y a plein de gens qui sont plus modérés que les gens caricaturaux qu'on peut lire, mais le problème c'est que c'est plus que si on veut intéresser un public, si on présente que des gens modérés, à un moment on perd de l'intérêt pour ce qu'on lit parce que ça passe pas la rampe. Aujourd'hui, on assiste à un boom de ce qu'on appelle la bande dessinée documentaire ou la bande dessinée du réel. Et à l'intérieur de ce mouvement, il y a le développement de la bande dessinée scientifique et aussi particulièrement de la traduction en bande dessinée des sciences sociales. J'imagine que vous lisez de la bande dessinée. Quels sont vos ouvrages de référence et est-ce qu'ils appartiennent à ce champ foisonnant ? Mes ouvrages de référence en bande dessinée. En bande dessinée, oui. Et moi, j'ai bien aimé le livre de Céline Bessières, le genre du capital. Oui. Qui était vraiment chouette. Et qui est édité aussi chez Delcourt et La Découverte ou non? Exactement. Oui, c'est ça, ouais, oui. D'accord, ouais. Ou le Piketty en bande dessinée, Le Capital et idéologie, qui était bien, qui permet de comprendre un livre qui est quand même ardu à lire aussi si on n'a pas la BD. Et oui. Oui, non, je vous écoute, pardon, allez-y.
mais je suis moins un BD que essai en fait. Oui, et d'ailleurs, je vous avais demandé, pour clore cet entretien, parce que malheureusement, on arrive à la fin du temps dont on dispose, si vous aviez un conseil, une référence à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices sur le sujet de notre conversation aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé, et j'y pense souvent, à Enfance de classe de Bernard Lahire, parce que c'est un livre où il interviewe plein d'enfants de 5 ans, de l'enfant de Rome qui vit dans une voiture à 5 à, je sais pas, Valentine dont les parents ont 40 000 euros par mois. Et en fait, on entend l'interview des enfants, de leurs parents, de la maîtresse. Et c'est vraiment marquant parce qu'il y a plein de moments où on se dit mais comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner comme ça? C'est des erreurs d'éducation, des trucs comme ça. Et on finit par comprendre la logique interne à chaque milieu. Et il n'y a plus de jugement, on se dit juste, mais c'est complètement logique qu'ils fonctionnent comme ça avec les conditions qui sont les leurs au départ, et ce pour tous les milieux. Eh bien, je suis désolée, je vous propose qu'on termine sur cette suspension du jugement. Je trouve ça que c'est une belle façon de clore cet entretien. Merci beaucoup, Tiphaine Rivière. Donc, je rappelle la référence de votre ouvrage, La distinction librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu, publié chez Delcourt et La Découverte. Donc, allez-y à mettre au pied de tous les sapins. Merci beaucoup, Tiphaine Rivière. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et à suivre sur Radio Anthropocène, une lecture anthropocène de Bérénice Gagne, suivie d'Interférence, la nouvelle chronique entre science et fiction de Marceau Fauré, qu'on est très heureux de retrouver après son séjour canadien. Et à 16h45, le service archéologique de la ville de Lyon, qui fait sa grande première sur les ondes de Radio Anthropocène, avec son émission Micro et Truelle. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.